On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Vous savez qu'en ce moment, on se cherche un peu des activités à faire. Bien, il y a un rallye pour découvrir le Vieux-Saint-Jean. C'est en vigueur jusqu'à la fin du mois de février. On peut gagner des prix. C'est très, très, très sympathique. Une quinzaine de questions. Ça prend 1 heure et quart. Ça se fait en famille. C'est une citoyenne qui a lancé ça. On lui parle dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de violence conjugale. Et malgré la pandémie, il faut que les femmes continuent de dénoncer et d'appeler à l'aide. On parle occasionnellement à cette émission du phénomène de la violence conjugale et de la présence chez nous, évidemment, de la maison INA. Arrive évidemment le phénomène de la pandémie. On s'est questionné notamment au printemps quels seraient les impacts à moyen et long terme. Question de faire un état de la situation. On en discute à l'instant avec Nathalie Villeneuve, qui est la directrice de la maison INA. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. On s'était parlé au printemps parce que moi-même, j'avais des inquiétudes. Je me suis dit, qu'est-ce qui va arriver avec le volet de la violence conjugale, le confinement? Puis on s'est dit, est-ce qu'à court terme, il n'y aura pas beaucoup de changements? Les impacts vont être peut-être un peu plus tardifs? Parce que quand on s'est parlé au printemps, pour votre gouvernement, il n'y avait pas tant de changements comme tel. Je vous dirais qu'après qu'on se soit parlé, ah oui, c'est là que ça a commencé. Quand on disait que c'était difficile de voir l'impact, puis je me rappelle plus à quel moment précisément on s'était parlé, mais c'était quand même assez tôt en début de première vague. Mais c'est que quand nous est arrivée la première vague, la maison d'hébergement était déjà pleine. Hein, on le dit, là, on avait une année record d'hébergement, on l'avait déjà dit. Mais dans les semaines qui ont suivi, donc les femmes qui étaient en maison et qui se sont trouvées des logements, qui sont parties, après, on a vraiment eu un creux, pas d'appel, pas de demande d'hébergement. Donc, on était vraiment inquiètes. On a été vraiment pendant quelques semaines où là, quand il y a eu le confinement total, puis personne n'allait travailler, les enfants n'allaient plus à l'école, ça a été un moment où le silence des femmes nous a grandement inquiétés, là. Parce que souvent, je présume que les femmes qui sont victimes de violences conjugales, quand ils prennent ultimement la décision de vous appeler et de quitter, bien, je présume qu'on va profiter de l'absence de monsieur pendant quelques heures pour faire quelques appels ou quelques déplacements. Oui. Or là, avec le confinement, où beaucoup de gens travaillent de la maison, où les gens ont de moins en moins d'activités. Donc, ça doit être extrêmement difficile pour ces femmes-là de, subir la violence conjugale qui se poursuit et comment arriver à trouver un moment d'inattention pour crier à l'aide. Oui, tout à fait, parce qu'on sait que quand les femmes vont au travail, quand les enfants sont à l'école, quand le conjoint va aussi au boulot, c'est des moments où les femmes peuvent utiliser ces temps-là pour demander de l'aide, pour nous appeler. Mais là, malheureusement, comme tout le monde est confiné à la maison, les femmes n'ont pas cette possibilité-là. Puis on parle beaucoup d'obstacles. C'est déjà extrêmement difficile pour une femme de dire « je vais quitter, je vais... Bon, on a hébergé une dame il n'y a pas si longtemps. Je veux dire, ils ont fait leur bagage durant la nuit à 3 heures du matin parce que c'était le seul moment où monsieur n'était pas là. Fait que vous comprenez que c'est pas facile de quitter, là. Tu as 2 enfants, puis il faut que tu fasses tes bagages la nuit puis que tu décides de quitter. Donc, c'est bien évidemment un obstacle supplémentaire, la pandémie, puis qui n'est pas un minuscule obstacle pour quitter. Mais nous, on dit quand même aux femmes, on comprend que c'est difficile, mais la meilleure façon d'être protégée, d'être en sécurité, c'est de nous appeler, de venir en hébergement, de demander de l'aide à de la famille pour pouvoir sortir de chez elle. On a eu sensiblement le même cri du cœur de la part de la DPJ au printemps, qui disait que vu que les enfants ne vont pas à l'école, plus difficile pour les dépister, parce que souvent, dans le réseau scolaire, les professeurs ou les directions peuvent des fois faire des signalements. C'était plus difficile. Ça, c'était une des raisons pour lesquelles on voulait que les enfants retournent à l'école, entre autres. Là, sentez-vous encore un certain silence un peu inquiétant de la part des femmes par rapport à la normalité de vos opérations à ce temps-ci de l'année? À ce temps-ci, je vous dirais qu'on est dans un mouvement comme pas très égal. Donc, par moments, c'est comme si on n'était pas en pandémie. Par d'autres moments, il y a vraiment c'est vraiment plus tranquille. C'est sûr que nous, on a vu vraiment une grosse différence à partir de, mettons, mai, juin, là, on a senti vraiment que là, les appels revenaient le début mai. Mais on a quand même été plusieurs semaines où ça a été tranquille. Je vous dirais que depuis ce temps-là,
en général, les femmes utilisent nos services. Mais ce qu'on se disait la semaine passée, là, on avait l'impression que c'était un peu plus tranquille, mais il faut donner le temps au confinement, les mesures plus sévères, le couvre-feu. Le couvre-feu, on se disait, bon, ça va être quoi l'impact dans les prochains jours? Là, on a l'impression que peut-être que le téléphone sonne un peu moins, que les demandes d'hébergement sont moins nombreuses, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de travail de fait quand même pour dire aux femmes, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on peut pas s'enfuir. Puis ça, je pense que le message est quand même passé, là. Et vous attendez-vous, disons, à partir du moment où les mesures seront moins restrictives, la levée du couvre-feu et ainsi de suite, est-ce que vous sentez que quelque part au printemps ou à l'été, vous pourriez potentiellement avoir peut-être plus d'appels, de signalements que vous en aviez en temps normal? Autrement dit, qu'il y a des femmes actuellement là, qui rongent un peu leurs freins là, en silence, là, puis qui se disent, bon, je vais, comme on dit en bon québécois, je vais toffer quelques mois, là, puis après ça, je vais appeler à l'aide. Là. Oui, assurément. On s'attend à ça parce qu'on l'a vécu un peu après la première vague. Puis, en fait, il y a eu aussi comme il y a eu des sondages de fait, des questionnaires qui ont été faits à des femmes, 87 femmes, et dans 43, 45, 50 des cas, les femmes le disaient, la violence avait augmenté. Des femmes sont restées plus longtemps, justement, pour ne pas rajouter un stress de plus aux enfants qui sont déjà comme à l'école une journée sur deux, ou pas à l'école, ou oui à l'école. Donc, oui, on s'attend que dès qu'il y aura une diminution du confinement, que les femmes vont sûrement avoir besoin d'aide. Avec le contexte qu'on a en ce moment, comment les femmes... En fait, quels sont les trucs que les femmes pourraient avoir pour vous appeler, disons, en toute sécurité? Les femmes peuvent passer par SOS violence conjugale et c'est pas retraçable sur un cellulaire. Donc, ça peut être un moyen de demander de l'aide. Ça peut être aussi de demander à quelqu'un de notre famille, à une amie, de demander de l'aide pour nous. Les femmes peuvent aller peuvent aller, dans le fond, sur le site de SOS, peuvent aller sur la page Facebook de la Maison INA, peuvent passer par Assisto. On a des femmes qui nous envoient des messages par Assisto en disant « J'ai besoin d'aide, voilà un peu qu'est-ce que je vis ». C'est sûr qu'on ne leur répond pas de grandes réponses parce qu'on ne sait pas qui pourrait tomber sur cette information-là, mais quand même, il peut avoir déjà un premier contact. Il y a des fois des membres de la famille qui vont nous appeler en disant, ou des amis qui vont nous appeler pour avoir de l'information. Donc, il y a déjà comme un premier travail de fait. Fait que c'est le genre de moyen qu'on peut prendre là, pour aider. Là. Pourquoi dites-vous que si on appelle la ligne nationale SOS violence conjugale, que ce n'est pas retraçable? Oui, c'est pas retraçable sur un cellulaire. Dans le fond, c'est vraiment comme confidentiel. Personne ne peut savoir que tu as appelé. Puis si tu vas sur Internet, c'est la même chose, c'est pas retraçable. Ça veut dire que si, moi, exemple, je prends mon appareil, je téléphone, quelqu'un qui tombe sur mon téléphone pourra pas savoir que c'est là que vous avez appelé. Oui. Bon, au moins, ça, c'est intéressant. Je ne savais pas ça du tout. Oui, c'est une façon de protéger les femmes. Bon, comment ça se passe à l'intérieur de la maison? Parce que dans les faits, là aussi, vous êtes assujettis aux mêmes mesures qu'un peu tout le monde. En même temps, ce n'est pas comme un milieu de travail où la distanciation est plus facile à appliquer. Comment ça se passe dans la maison par rapport aux mesures et à la COVID? Oui. On essaie de faire en sorte que c'est le moins d'impact possible. C'est un milieu de vie, mais en même temps, c'est un endroit où ce sont différentes familles qui y vivent. Le gouvernement avait quand même permis certaines souplesses parce que c'était des milieux de vie. Mais comme nous, les femmes et les enfants, vont au travail, vont à l'école, bien évidemment, on doit mettre quelques restrictions. Donc, les femmes, lorsqu'elles sont dans les endroits communs de la maison, doivent porter le masque comme nous. Mais je dois vous avouer qu'en général, il n'y a aucune femme qui est contre ça ou ça n'a pas soulevé de questionnement. Pour les enfants, c'est correct parce que, bon, mais pour les adultes, quand on est ensemble dans le lieu commun, on porte tout un masque. Là. Bon, puis jusqu'ici, vous êtes chanceuse, il n'y a pas eu d'éclosion chez vous, donc on est content. Bon, avez-vous un peu aussi de support de la part de la communauté? J'ai vu quand même quelques publications sur les médias sociaux de gens qui vous aident là, de quelque façon. Expliquez-nous ça un peu. Oui, bien en fait, je le dis souvent. Je pense qu'à chaque fois que je viens vous voir, je le dis, comment ici à Saint-Jean, on est privilégié d'avoir une communauté aussi proche de la Maison INA et ça pas été différent cette année. Puis avec la COVID, vraiment, on a eu beaucoup d'aide, beaucoup de soutien, beaucoup d'appels, beaucoup de dons de gens qui pensent à nous, qui pensent aux femmes. Et ça, c'est toujours aussi touchant. Puis quand on dit aux femmes tout ce que les gens de la communauté font pour nous, puis pour elles par le fait même,
Bien, c'est comme, il y a une femme qui me disait l'autre jour, bien, ça me touche parce que c'est comme si que les gens disaient que c'est correct que je sois venue ici. C'est comme si qu'on lui donnait l'autorisation puis qu'on la félicitait d'être là parce qu'on reconnaît l'importance de notre maison. Qu'est-ce que vous avez eu comme aide ou comme initiative citoyenne, disons, dans les dernières semaines? Bien, il y a un monsieur qui a fait un tirage pour vendre pour faire tirer un gros foyer. Oui, un gros foyer extérieur. Oui, des gens. On a un monsieur qui est venu faire une réparation. C'était dans le temps de Noël. Il nous voyait faire des cadeaux de Noël. Puis là, on se disait, moi, là, il nous manquerait peut-être telle affaire, finir un cadeau. Une journée, il nous a appelés. Il est arrivé avec je ne sais combien de cartes cadeaux, d'épicerie, de pharmacie en disant... C'était tellement beau de vous voir travailler pour essayer de faire des cadeaux aux femmes puis aux enfants que j'ai pensé vous aider. Donc, il y a plein de gens. Il y a des compagnies comme, mettons, Royal Lepage Excellence qui nous aident déjà beaucoup, qui ont organisé des choses avant les fêtes pour que les femmes aient des cadeaux. Donc, je pourrais en nommer plusieurs, mais oui, les gens sont vraiment généreux et gentils. Bon, quels sont vos enjeux du moment? Avez-vous une liste d'attente? Non, parce que une liste d'attente, on n'en a pas parce qu'on y va vraiment avec l'urgence du moment. Ouais. Donc, je vous dirais que les enjeux en ce moment, c'est que tout le monde reste en santé, les intervenantes, les femmes, les enfants, protéger notre milieu, faire en sorte que les femmes puissent aller travailler, que les enfants puissent aller à l'école, qu'on ait ce qu'il faut en maison pour leur permettre de faire soit du télétravail ou de l'école aussi à distance. Donc, vraiment, puis que les femmes soient en sécurité. Puis de voir de quelle façon on peut leur faciliter la vie, faire en sorte que ce soit plus facile pour elles de ne pas être dans leur milieu en ce moment-là, d'être ailleurs. Bon, actuellement, via le regroupement des maisons d'hébergement, avez-vous des demandes particulières à l'égard du gouvernement? Bien, en fait, le gouvernement de M. Legault avait annoncé l'an passé, en fait, autour du 10 mars, si ma mémoire est bonne, des nouveaux sous qui devaient arriver en maison d'hébergement. Ces sous-là sont toujours annoncés, devraient arriver. On s'attend à avoir des lettres confirmant ces montants-là sous peu. Mais vous comprendrez que la pandémie fait en sorte que fort probablement que les choses sont un peu plus difficiles ou un peu plus lentes. Mais aller jusqu'à avant les fêtes, c'était encore assuré qu'on aurait ces nouveaux argents-là là, pour pouvoir subvenir à nos besoins. Là. Et ce nouvel argent-là va vous servir pourquoi? Cet argent-là va nous servir, entre autres, à maintenir nos travailleuses sur place. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, le communautaire versus le milieu de la santé, le réseau. C'est pas les mêmes échelles de salaire. C'est pas du tout les mêmes échelles de salaire. Et en ce moment, on le sait, là, partout dans le réseau, sont à la recherche de travailleuses, d'intervenantes. Alors, nous, il faut essayer d'être un peu plus compétitifs. Fait qu'évidemment qu'il y a une partie de ces sous-là qui va aller à la rétention du personnel, mais aussi au fait d'avoir plus de services pour les femmes, plus de services en externe, on va déjà beaucoup dans les écoles, mais on aimerait avoir 2 équipes qui vont dans les écoles parce qu'on a vraiment, vraiment beaucoup de demandes. Alors, ces sous-là vont nous permettre de faire ça, là. Donc, en conclusion, le message à passer pour les gens qui nous regardent ou des gens qui, dans leur entourage, ont peut-être des personnes victimes de violences conjugales, c'est n'attendez surtout pas la fin de la pandémie pour demander de l'aide et vous sortir de ces problèmes-là. Trouvez une façon sécuritaire, évidemment, de contacter la Maison INA. Il y a des informations en bas d'écran. Il y a aussi, comme vous dites, la ligne SOS Violence conjugale, la ligne nationale qui ne laisse pas de traces. Donc, important à dire. Puis, évidemment, bonne chance pour la suite des choses. Je vous remercie. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle, vous savez, on se cherche un peu des activités à faire, là, il n'y en a pas beaucoup, et dont une qui a été lancée par une citoyenne du Vieux-Saint-Jean, qui est celle d'avoir des petits rallyes pour découvrir notre centre-ville. Télévision du Haut-Richelieu. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. L'informateur joannais William Julien et en deuxième partie, David Sauvry pour les Celtics. Voilà, ne manquez pas ça. Est-ce que tu penses que le lien va être sur Facebook cette semaine? Bien sûr. J'espère.
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Avec la pandémie et toutes les mesures qu'on sait, le couvre-feu et tout ça, les activités sont somme toute assez limitées, mis à part évidemment quelques activités extérieures et les gens sont un peu assoiffés aussi de se divertir malgré le contexte. Et là, j'ai trouvé l'idée quand même super intéressante. On a vu ça dans la dernière édition du Canada français, projet de rallye pour un peu découvrir notre centre-ville, découvrir notre Vieux-Saint-Jean. C'est en collaboration avec la Société de développement, mais surtout l'initiative aussi d'une citoyenne du centre-ville qu'on rejoint à l'instant, Stéphanie Jeté. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric, merci de l'invitation, puis bonjour aussi aux téléspectateurs. Bon, mais Stéphanie, d'ailleurs, on te connaît parce que toujours été quand même assez active dans ce genre de projet-là, entre autres, oui, dans le temps, les fameuses maisons hantées qu'on avait dans le centre-ville. Donc, peut-être juste nous expliquer dans quel contexte tu as eu l'idée donc de mettre sur pied une idée de rallye dans le Vieux-Saint-Jean. Bien, dans un premier temps, c'est ça, l'été passé, j'ai été rencontrer la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. J'avais un projet, pas remettre sur place un festival d'Halloween historique, mais un autre projet à saveur Halloween. Puis évidemment, avec la pandémie, là, on savait qu'on ne pouvait pas là, aller de l'avant avec le projet. On s'est dit peut-être pour cette année 2021, sinon ben, peut-être 2022. Alors, c'est la direction justement de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean qui m'a demandé si je serais intéressée à faire un rallye d'Halloween. Alors, j'ai tout de suite acquiescé, puis je me suis dit comme quoi que j'étais vraiment intéressée là, à participer et à collaborer. Bon, et là, le rallye, il prend quelle forme? Ça fonctionne comment? Les gens, ils s'inscrivent? C'est quoi les dates? Bref, c'est quoi les détails à l'égard des rallyes? Oui, mais tout à fait. Donc, bon, là, il y avait pour l'automne un rallye d'Halloween sur place. Donc là, maintenant, ils m'ont recontacté en début décembre à savoir je voulais faire un rallye hivernal. Alors, le titre, c'est Rallye découverte hivernale, qui met en lumière justement les commerçants du centre-ville du Vieux-Saint-Jean. Alors, les gens, tout simplement, peuvent aller sur le site du vieux-saint-jean.com. Dans l'onglet, vous avez l'onglet événements. Et là, vous avez justement le rallye découverte hivernale que vous pouvez mettre tant sur votre cellulaire ou tout simplement d'imprimer les feuilles de route pour pouvoir justement participer. Et puis, c'est jusqu'au 28 février. Bon. Et là, une fois que les gens ils font ça, ça dure combien de temps? On peut faire ça n'importe quelle journée? Est-ce que c'est défini? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Bref, c'est quoi le modus operandi? Il y a environ un peu plus qu'une quinzaine de questions, donc 19 questions. Le départ se fait à partir du Parc Royal 22e Régiment. On a voulu faire ça parce que notre partenaire, c'est la Corporation du Fort Saint-Jean qui fête son 25e anniversaire. Et les gens en partant, tout est vraiment bien expliqué dans le rallye pour les directions, aller chercher il y a des énigmes à répondre. Il y a aussi, bon, évidemment, outre que des questions, il y a quelques petites activités à faire également dans diverses fenêtres là, des commerçants qui ont collaboré. Puis, ça se termine à la place publique avec la belle imagination que l'entreprise Sauf qui peut a fait avec sa boîte à messages. Okay. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Ça peut se faire à tous les jours. En plus, on a une température qui est vraiment clémente, qui est intéressant. Je sais qu'à date, il y a eu environ 70 inscriptions juste avant les fêtes qui étaient dans la boîte à messages. Donc, si on calcule peut-être x3, une petite famille ensemble, donc ça fait quand même là, plus de 200 personnes. Là, je ne sais pas c'est quoi le compte, mais quand même, c'est très bien. Pour sortir dehors. C'est agréable de marcher, c'est agréable aussi d'avoir du plaisir en faisant des rallyes pédestres au centre-ville, puis de découvrir aussi l'architecture, découvrir l'offre commerciale, donc puis de découvrir certains éléments d'histoire aussi, donc c'est intéressant. Entre la première et la 15e question, et donc entre le parc du Royal 22e et la place publique, ça peut prendre à peu près combien de temps faire ce parcours-là? Oui, certainement. Donc, 1h15. Donc, 1h15, si les gens ils ont vraiment un bon sens d'observation et d'orientation. Sinon, évidemment, ça peut prendre un maximum d'une heure et demie. Là. Bon. Ça se fait facilement avec les enfants et même, est-ce qu'on favorise de faire ça en famille? Tout à fait. Tout à fait. Donc, avec les enfants,
s'il y a des gens qui... c'est 2 personnes, mais la distanciation, ça, c'est vraiment important. Mais en général, là, moi, je vois passer, c'est surtout là, des belles familles là, ensemble avec leurs ados ou d'abord avec les pousse-pousse. Donc, c'est intéressant de voir la participation. De par la nature des questions et tout ça, en quoi les enfants peuvent-ils contribuer, disons, aux réponses? Peut-être, mais souvent, qu'est-ce que je vois, c'est que les parents lisent la question, puis justement pointent où est-ce qu'il faut regarder et demandent aux enfants, mais d'après toi, c'est quoi qui est sur l'écriteau? Quel animal? Bon, on va lire ensemble la devinette. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Il y a quelque chose aussi qui est rapide à lire sur un commerçant, une vitrine d'un commerçant, donc, et à haute voix. Alors, tout le monde peut y participer. Là. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans la conception du rallye, des questions, des thématiques et tout ça? Pour le côté de l'Halloween ou ce dernier-ci? Les deux, oui. Les deux. Les deux, bien évidemment, ce côté histoire, mais comme tu sais, Éric, là, j'ai une passion là, pour le patrimoine bâti, puis l'histoire de la ville de Saint-Jean avec ses personnages. Alors, c'est vraiment de mettre en lumière l'histoire des personnages historiques aussi qui ont, en tout cas, une partie, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Puis sur les bâtiments, le côté architectural, les années d'inauguration, vraiment le vieux Saint-Jean, sa configuration géographique est tellement bien faite avec des petits corridors piétonniers. Donc, l'ambiance est vraiment là. Puis, c'est intéressant, tout est centralisé. Puis aussi, mais pour le rallye hivernal, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une belle offre commerciale. Puis, il y a plusieurs, on peut vraiment travailler avec, jouer avec les titres des écriteaux des gens. C'est sûr, c'est un petit peu plus difficile parce que, bon, pour aller chercher vraiment, là, avoir quelque chose de vraiment dynamique là, pour la population. Mais on a pu quand même, là, avec l'équipe aussi là, de la Société du Vieux-Saint-Jean, là, on a pu là, configurer là, des éléments importants, puis aussi de prendre une question à un endroit, mais on a besoin de cette question-là pour répondre aussi à une autre question qui forme un tout. Donc, des amalgames et tout ça, puis de découvrir, comme que je dis, l'offre commerciale. Là. Mais là, comment ça marche? C'est-à-dire que quand tu bâtis le questionnaire, tu pars du point de départ avec ton calepin de notes, puis tu te mets à regarder des trucs. Comment tu t'inspires? Mais comme c'est écrit dans le Canada français, mon point de départ est ici à la maison, dans ma tête, avec un GPS. Donc, c'est ma tête qui connaît sans bien les rues, puis justement les bâtisses et tout ça. Donc, je m'inspire vraiment de qu'est-ce qui est présent. Donc, je bâtis tout de suite là, à l'ordinateur là, mes informations. Puis par la suite, pour des éléments plus pointus, faire des amalgames ou quoi que ce soit. Donc là, c'est là que là, je vais sur place et là, je fais le trajet au complet pour que le tout soit concluant puis précis, qu'il n'y ait pas d'erreur non plus. Là. Bon, au-delà du plaisir de... Pardon? J'ai dit, au-delà du plaisir de participer, de faire le rallye, il y a quand même ultimement des prix en jeu, là. Oui, la Société de développement du Vieux-Saint-Jean va avoir 3 paniers surprises à tirer au hasard. Donc, lorsque l'événement va avoir terminé le 28 février, dès le 1er mars, les réponses vont être affichées sur le site Internet du vieux-saint-jean.com et il va y avoir un tirage par la suite là, pour les 3 paniers surprises, d'où les personnes là, seront contactées, car la première feuille de parcours, donc c'est de vraiment écrire les coordonnées des personnes participantes, le téléphone, aussi également le courriel. Alors, et là, justement, là, c'est dans un grand baril, on regarde qu'est-ce qu'il y en a au niveau des réponses et tout ça, et puis là, on fait le tirage vraiment au sort là, pour 3 participants. OK. Donc, si je résume, donc pour ce rallye hivernal, on va sur vieux-saint-jean.com, on télécharge donc les fameuses questions. Ensuite de ça, on se prend une journée, n'importe laquelle, donc c'est pas fixe dans le temps. On démarre ça au parc du Royal 22e, ça se termine à la place publique, ça dure au minimum, disons, 1h15, 1h30.
On peut le faire en famille. Et une fois qu'on a rempli, dans le fond, le questionnaire, et c'est là qu'à la place publique, on met ça dans une boîte là-bas? Oui, tout à fait, dans la boîte à messages, mais il faut quand même souligner, parce que c'est quand même astucieux, qu'est-ce que Sauve qui peut ont fait comme création. Il faut être minimum 2 personnes pour pouvoir résoudre. Alors, pour que la boîte à messages puisse s'ouvrir, si une personne fait le rallye seule, alors elle peut aller porter son bulletin de participation dans la boîte postale, là, justement là, au 31 rue Frontenac, là, à l'Office du tourisme. OK. Puis après ça, donc, les résultats, en fait, les réponses aux questions seront connues le 1er mars sur le site de la Société de développement. Après quoi, donc, il y aura un tirage au sort sur les participants pour les 3 paniers cadeaux en question. Exactement. Est-ce que les gens vont en apprendre sur leur centre-ville? Bien, soit qu'ils vont en apprendre, soit qu'ils vont découvrir ou redécouvrir. Alors, c'est une invitation là, vraiment à tous là, de bien profiter là, du plein air. Donc, une belle activité parce que, comme je le disais en introduction, il n'y a pas tant d'activités que ça à faire. Les principaux trucs qu'on peut faire, ça se fait à l'extérieur. Donc, toujours intéressant de diversifier un peu nos activités en ces temps de pandémie avec un rallye comme celui-là pour découvrir le Vieux-Saint-Jean. Stéphanie Jeté, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Merci. Au plaisir. Restez avec nous. Journée. Au retour, on vous présente le mot de la fin. « 4, 5 et 6 février à l'ancien Sears du Carrefour Richelieu. Collecte de sang. Les heures ne sont pas les mêmes pour le jeudi, vendredi et samedi. Et vous savez qu'avec la pandémie, ça se prend sur rendez-vous. Je donne à commercial emma-québec.qc.ca. À demain. Bye-bye.